Liz Truss, je crois qu'en août 2022, quand on lui a demandé lors d'une émission télé, elle était alors candidate au poste de première ministre, si elle était prête à utiliser des armes nucléaires et ce genre de choses, elle a répondu oui, absolument. Et lorsque les journalistes ont insisté, même si cela conduit à l'annihilation mondiale, elle a répété oui, absolument. Au final, ce sont des responsables, pas de petits fonctionnaires perdus quelque part dans des ministères. Ce sont les dirigeants de tout premier plan. Ceux qui ont la main sur la politique de sécurité, la politique de défense, la politique étrangère, tout ça. Donc quand on a des gens de ce niveau qui commencent à employer ce genre de mots, bien sûr que les Russes réagissent. Parce qu'on a vu, souvenez-vous, encore une fois, en France, le ministre de l'économie, dès les tout premiers jours de l'opération militaire spéciale russe, déclarait « Notre objectif est de faire s'effondrer la Russie. Le peuple russe en souffrira, mais peu importe. Nous voulons que la Russie s'effondre. » Oui. Et avec ça, je veux dire qu'il reste très passif face à ça. Je veux poursuivre sur ce point. Donc, c'était Vladimir Poutine qui parlait des armes nucléaires et qui allait au bout du raisonnement logique jusqu'où cela pouvait le mener. Pour ceux qui ne voient pas encore clairement où il veut en venir, je pense qu'il a été presque mot pour mot très clair le 29 avril lorsqu'il s'adressait à Valéry Gerasimov dans une vidéo rendue publique où il le félicitait d'avoir repris tout leur territoire. Et en ce qui concerne les objectifs de la prochaine phase, il a dit ceci. Безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения. Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима. L'opération de Kursk a créé les conditions de la défaite du régime de Kiev. Donc, il le dit sans détour. Il n'a rien dit sur un règlement négocié, il n'a même pas laissé entendre quoi que ce soit dans ce sens. Il a dit que l'objectif était la défaite du régime. Comment interprétez-vous cela? Eh bien, je pense qu'il faut se rappeler que les Russes pensent selon la doctrine clausewitzienne, c'est-à-dire que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et je pense, et ce n'est probablement pas complètement faux, qu'en infligeant des défaites militaires, cela aidera à faire s'effondrer le leadership politique à Kiev. Je pense que c'est ce qu'il veut dire, et c'est aussi ce qu'on a observé ces dernières semaines. On a vu beaucoup de remous en Ukraine, notamment des purges, des arrestations, ce genre de choses. Parce que bien sûr, quand on gagne, on peut se permettre à peu près tout, puisqu'on est sur la bonne voie. Mais quand on perd, et quand je dis perdre, je ne parle pas seulement de défaite tactique, c'est aussi perdre des vies. J'ai lu récemment qu'il y avait une chaîne Telegram qui avait fait une estimation à partir d'images satellites, et ils ont identifié, ou disons comptabilisé, le nombre de morts, pas de blessés, au sein des forces ukrainiennes. Et cela pourrait atteindre près de 770 000 personnes tuées. C'est énorme. Je ne sais pas si ce chiffre est fiable, c'est basé sur des images satellites des cimetières, ce genre de choses, parce que vous savez qu'ils plantent des drapeaux partout, ce qui rend sans doute le comptage plus facile. Je n'ai aucune idée si ce chiffre est exact ou fiable. Mais tout ce qu'on a déjà dit dans votre émission et dans d'autres émissions indique que les Ukrainiens ont subi beaucoup plus de pertes à la fois en blessés et en morts que les Russes. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais ces pertes sont évidemment bien plus élevées côté ukrainien. Et tout cela, même si nos médias ne nous en parlent pas, les Ukrainiens, eux, le savent. Et cela affecte bien sûr leur compréhension, ou disons leur acceptation, de leur propre leadership. Ce n'est probablement pas un hasard, nous avons déjà abordé ce sujet dans votre émission il y a quelques mois, mais on observe une augmentation des opérations de résistance en Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiens,
pas simplement des Russes en Ukraine, ni même des Ukrainiens russophones, mais aussi des Ukrainiens ukrainophones, tendent à résister à la conscription forcée et mènent, on peut dire, des activités partisanes, certaines que vous pourriez même qualifier d'activités terroristes, selon le vocabulaire qu'on utilise. Néanmoins, il y a une résistance active. Et vous dites qu'on observe une augmentation de ce phénomène. Ah oui, absolument. Il y a beaucoup d'attaques contre les chemins de fer, par exemple, tout ce qui permet le transport de munitions, de troupes, etc. Je veux dire, les chemins de fer sont dans une situation très semblable à celle que nous avons eue en 1944 en France, l'OSS, lorsque l'OSS et l'OSOE, les Allemands, de se diriger vers la Normandie et de perturber les transports ferroviaires. C'est exactement la même chose. Et cela affecte non seulement les zones proches, disons des régions russophones comme Odessa, Nikolaïev ou Dnipropetrovsk, surtout Nikolaïev et Odessa, mais aussi des zones totalement à l'ouest du pays, comme Rivne, Lviv, tout ça qui se trouve à l'extrême ouest du pays, donc très loin de ce que j'appellerais les zones traditionnellement russes, si vous voulez. Et ce sont des mouvements ukrainiens, pas des mouvements russes. Ils coopèrent avec les mouvements russes, mais ils sont ukrainiens dans leur essence. Leur objectif est essentiellement de lutter contre la conscription forcée. Ce n'est pas nécessairement qu'ils soient pro-russes. Ils veulent simplement que la guerre se termine. Ils veulent arrêter le sacrifice de leur peuple. Est-ce exact? Oui, exactement ça. Parce que c'est pour cela que toutes ces petites défaites, les défaites locales, tactiques, Pavsk, Toretsk, tout ça, où ces gens meurent pour rien, et Kursk en est un exemple frappant. Cela crée une situation d'instabilité en Ukraine, car les gens se rendent compte qu'ils se battent pour rien, qu'ils tentent des opérations sans objectif réel, sans espoir de succès. Et ça, c'est très préjudiciable pour le régime ukrainien. Et vous savez, je veux aborder un point connexe ici. Vous avez mentionné ces images satellites du côté ukrainien qui montraient environ 700 000 morts. Et qui sait si ce chiffre est exact ou non. Mais il y a aussi, je crois que j'ai vu ça ce matin ou peut-être hier après-midi, je ne me souviens plus, une analyse similaire faite du côté russe qui disait qu'il y aurait eu quelque part, je risque de me tromper sur le chiffre, environ 150 000 morts au combat et un nombre considérable de blessés. L'année 2024 a vu plus de morts russes que toute autre année, avec en quelque sorte l'implication que peut-être la détermination russe s'affaiblit. Et je pense que, pour répondre à cela, Vladimir Poutine, disons vers le 30 avril, donc il y a un peu moins d'une semaine, s'adressait à des enfants en Russie et expliquait à cette génération pourquoi il est si important pour eux de se sacrifier. Je pense qu'il est en train, encore une fois, si vous faites attention, de vous dire comment les Russes se perçoivent eux-mêmes et perçoivent ce combat. Quand j'ai dit que c'est une fête pour pratiquement chacune de nos familles, c'est tout à fait naturel. Car, avec de telles pertes énormes, 27 millions de personnes pour l'ensemble de l'Union soviétique, le chiffre exact n'est toujours pas complètement comptabilisé, il est clair que pratiquement chaque famille a été touchée. Il est extrêmement important d'utiliser les opportunités modernes pour transmettre cette information, cette vérité sur le passé. Dans ce cas, sur la Grande Guerre patriotique et ses héros. Pour la transmettre à aujourd'hui et à demain. Ce n'est qu'en comprenant le prix auquel notre aujourd'hui et notre demain ont été garantis, ce n'est qu'en saisissant le coût et les actes de nos ancêtres, nos pères, nos grands-pères, voire nos arrière-grands-pères, nos grands-mères, pour défendre la patrie, que nous pouvons comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, et ce qu'est véritablement notre pays. Donc, il martèle vraiment cette idée que nos générations précédentes, et dans pratiquement chaque famille en Russie aujourd'hui, on peut retracer un lignage de quelqu'un qui s'est sacrifié, 27 millions de vos compatriotes morts, et dire que cela n'était pas vain. Et cette même chose, c'est qui nous sommes au présent, et il veut la transmettre à la prochaine génération. Voyez-vous une chance que ce ne soit que de l'hyperbole, ou bien que le caractère russe soit vraiment celui qui acceptera de souffrir énormément pour quelque chose qu'il considère comme existentiel pour son pays? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que les Russes ont indéniablement subi les pertes les plus lourdes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette mémoire de tout ce sacrifice est cultivée en Russie. Je me souviens,
Au début des années 90, je suis allé à Moscou, non pas pour négocier, mais pour discuter avec le haut commandement des forces russes. Et j'avais un peu de temps libre. Je suis allé au musée national, le musée d'histoire, et j'ai été surpris de voir beaucoup d'enfants, évidemment des écoliers, qui visitaient le musée. Avec chaque groupe de petits-enfants, il y avait un vétéran de guerre, un vétéran avec toutes ses médailles, qui expliquait la guerre qu'il avait vécue aux jeunes enfants. Et c'était standard en Russie. Probablement qu'aujourd'hui, ces vétérans sont tous en train de disparaître et qu'ils ne le font plus. Mais ce qu'ils ont fait, et si vous regardez les différents défilés militaires, par exemple, Vladimir Poutine a commencé à faire cela probablement il y a quelque chose comme 15-20 ans. Il a commencé à organiser le régiment immortel. Et quand vous avez le défilé militaire, celui qu'on voit avec les tanks et tout ça, vous avez aussi un défilé de tous les civils portant ou exhibant la photo de leurs parents morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils cultivent clairement cet esprit de sacrifice. Ils reconnaissent le sacrifice de l'ancienne génération. Et la guerre a été, en quelque sorte, un lien entre les générations. C'était très clair pour moi quand j'ai vu ces enfants au Musée national d'histoire. Mais au-delà de ça, il faut aussi comprendre que les Russes sont extrêmement attachés émotionnellement à leur patrie. C'est extrêmement fort. Et ce ne sont pas seulement les Russes d'ailleurs. Les Biélorusses sont aussi comme ça. J'ai eu quelques amis qui ont épousé, par exemple, une femme biélorusse. Ils disaient que c'est parfois très difficile parce qu'elles sont tellement attachées à la Biélorussie, à leur famille, à leur pays, qu'elles ont le mal du pays dès qu'elles commencent à vivre à l'étranger. Et il y a des chiffres qui sont peu connus, mais parce que pendant la guerre froide, ce n'était pas quelque chose qu'on voulait expliquer. Je me souviens, et je peux me tromper sur le chiffre, mais ça donne probablement une idée. Pendant la guerre froide, 60% des Soviétiques qui ont immigré aux États-Unis sont retournés en Union soviétique. Pas en Russie, en Union soviétique, parce qu'ils n'étaient pas habitués à notre mode de vie. Nous sommes habitués à la façon dont nous vivons dans notre pays, et vous dans le vôtre. Et c'est normal. Mais pour eux, c'était tellement différent. Parce que le système communiste avait beaucoup d'inconvénients. Et à cause de ces inconvénients, il créait une solidarité entre les gens. En fait, les gens étaient très soudés pour lutter contre le système, si l'on peut dire. Et vous aviez ce genre de solidarité entre individus qu'on ne trouvait pas vraiment dans les pays occidentaux. Et cela rend le tissu social en Russie extrêmement fort. Et j'explique pourquoi, par exemple, les Russes ont beaucoup de, compassion pour ces Russes qui ont été laissés pour compte lorsque l'Union soviétique s'est dissoute, avec tous ces Russes qui sont restés dans ces nouveaux pays indépendants, comme dans les États baltes, en Ukraine, en Géorgie. Tous ces pays qui sont devenus indépendants. Vous aviez beaucoup de Russes, des Russes ethniques, qui étaient là et ils ont juste été piégés par la situation, si vous voulez. Ils sont restés dans les pays où ils vivaient parce qu'ils y vivaient depuis des générations. Mais en même temps, tous ces pays, et c'est très vrai pour les États baltes, prenez par exemple l'Estonie, qui vient d'adopter, il y a 2 semaines, une loi empêchant les Russes de voter aux élections locales. Oui, ça ne présage pas beaucoup de bonnes choses pour l'avenir, car c'est une partie du chemin qu'a pris l'Ukraine avant 2014. Exactement, c'est exactement ça. Et souvenez-vous qu'en Ukraine, le 1er juillet 2021, le Parlement ukrainien à Kiev a adopté une loi qui attribue des droits différents aux citoyens selon leur ethnicité. Et c'est la loi sur les peuples autochtones qui en fait considérait les Russes comme non autochtones et par conséquent ne leur accordait pas les mêmes droits qu'aux autres citoyens ukrainiens. Vous savez, nous avons eu exactement la même chose en Géorgie. Et c'est pour cette raison que les Russes sont prêts à faire la guerre. Parce qu'au bout du compte, c'est une question d'une certaine nature, c'est existentiel. Pas pour ceux qui vivent en Russie, mais pour les Russes qui vivent à l'extérieur de la Russie. Donc le mot existentiel que les Russes ont utilisé à de nombreuses reprises pour expliquer pourquoi ils se battent. Beaucoup de gens l'ont compris comme existentiel pour la Russie. Ce n'est pas existentiel pour la Russie en tant que pays, mais c'est existentiel pour la Russie en tant que nation. Oui, et je pense que c'est l'une des choses qui nous échappe complètement.
Je veux dire, c'est une nuance, mais c'est une grande nuance. Une nuance qui, je pense, passe complètement au-dessus de la tête de la plupart d'entre nous. Et si on continue sur cette voie, sans obtenir ce genre d'informations, ni comprendre, comme vous l'avez dit plus tôt dans cette émission, en pensant que, si on exerce suffisamment de pression politique ou économique sur la Russie, ils vont céder et accepter certaines des choses qu'on veut. Et bien sûr, dernièrement, Donald Trump a essayé de négocier une sorte de fin à la guerre. Et ce week-end, il a dit « Vous savez, l'un des gros problèmes que j'ai, c'est qu'il y a énormément de haine. Nous avons eu de bonnes conversations sur la Russie et l'Ukraine ce week-end. En fait, ces derniers jours. Mais nous avons eu de très bonnes discussions sur la Russie et l'Ukraine. Il y a beaucoup de haine, je peux vous dire, entre les deux parties et même entre les généraux. Je veux dire, il y a une énorme quantité de haine, mais nous avons eu de très bonnes discussions ces dernières semaines. » Donc, je ne suis pas vraiment sûr que les discussions aient été si bonnes, vu ce qu'on a vu dernièrement, mais je me demande si vous pourriez aborder la signification de cette déclaration. Parce que, je veux dire, c'est pas du tout surprenant qu'il y ait beaucoup de haine entre les deux camps. Quand on est en guerre et qu'on s'entretue, on n'a pas vraiment de bons sentiments envers l'autre. Mais je veux dire, on pourrait dire ça de n'importe quelle guerre où les deux camps essaient de trouver un règlement négocié. Mais selon vous, comment cela se joue-t-il entre l'Ukraine et la Russie? Eh bien, le fait est que si vous regardez du côté russe, pour revenir à la discussion précédente que nous venons d'avoir, beaucoup de sanctions qui ont été appliquées à la Russie concernent en réalité les Russes eux-mêmes, pas seulement la Russie. Vous savez, vous et moi avons probablement connu la guerre froide, mais pendant la guerre froide, on combattait un système. On ne combattait pas les Russes, pas les individus. On combattait le système communiste. Et c'est ce qu'on voulait éviter, que notre pays devienne communiste, à tort ou à raison. Cette idée que les soviétiques voulaient imposer le communisme à notre... Je ne discute pas de ça. D'ailleurs, la CIA a fini par estimer qu'en réalité, les soviétiques n'avaient jamais voulu attaquer l'Europe. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais on combattait un système, pas des individus. Aujourd'hui, on combat des individus. Vous savez, par exemple, quand on va en France, beaucoup de gens qui ont un nom à consonance russe. Je ne dis pas qu'ils sont russes, ils ont juste un nom de famille à consonance russe. Eh bien, la banque leur ferme leur compte, juste parce que le nom ressemble à un nom russe. Et ça, je le mentionne dans mon livre. C'est absolument incroyable. Maintenant, je pense que les choses se sont un peu calmées. Mais vous savez, on combat des gens. Et pour cette raison, les Russes estiment que la guerre qu'ils mènent est aussi une question de fierté nationale. Je ne suis pas sûr qu'ils aient cette haine envers les Ukrainiens en tant que tels. Je pense que ce serait une simplification excessive de résumer le problème à de la haine. Évidemment, après avoir combattu si durement pendant 3 ans, il y a beaucoup de haine qui émerge. Je veux dire, au bout du compte, on a probablement, dans certaines zones, comme on l'a probablement vu à Bakhmut, quelque chose qui devient comme dans les guerres civiles. Vous savez, les guerres civiles sont toujours terribles. Les gens deviennent plus émotionnels que dans les guerres classiques. C'est un fait bien connu. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, mon grand-père était français et il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il n'avait pas d'animosité contre les Allemands, si vous voulez. C'était pas... Il n'y avait rien de personnel. On leur disait de se battre, ils étaient disciplinés et ils se battaient. Mais il n'y avait rien de personnel contre les gens. Et on a eu à de nombreuses occasions, pendant la Première Guerre mondiale, comme pendant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, ces cas de, je ne sais pas si le mot est correct en anglais, fraternisation, quand les deux parties commencent à Noël, par exemple, ou à Pâques, ou des choses comme ça, quand les deux parties, dans un village ou ailleurs, décident d'un cessez-le-feu très localement.
Et ça s'est produit plusieurs fois sur le front français pendant la Première Guerre mondiale. Mais vous n'avez pas ça dans les situations où la guerre commence à évoluer en quelque chose qui ressemble à une guerre civile. Et c'est probablement ce qu'on observe en Ukraine. Mais en Ukraine, vous avez un aspect supplémentaire que vous n'aviez pas dans les guerres précédentes. C'est l'utilisation de paramilitaires qui sont fondamentalement fanatiques ou fanatisés, et ces gens sont, disons, motivés idéologiquement. Ce ne sont pas juste des soldats disciplinés qui peuvent, parce que le but des armées, les armées conventionnelles, comme vous le savez et comme je le sais, le but d'une armée est de contrôler l'usage de la force pour que la force ne devienne pas de la violence, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a de la discipline dans les armées. Quand on vous ordonne d'arrêter de tirer, vous arrêtez. Quand on vous ordonne de tirer, vous tirez. Quand vous avez des gens fanatiques, cela ne s'applique plus. Les gens continuent de se battre jusqu'au dernier. Et c'est pour ça que les armées sont très importantes. Parce que ce n'est pas juste la discipline formelle qu'on a dans les casernes et tout ça, c'est aussi la discipline pour être capable d'utiliser la force selon les besoins. Pas trop peu. Je veux dire selon ce qui est nécessaire. Et ce qu'on voit, par exemple, quand on a des gens qui commencent à tirer sur des enfants, par exemple en Palestine, là, on est au-delà de ça. Ce n'est pas le but des armées de faire ça. Une armée est précisément là pour avoir l'usage de... Je préfère utiliser le mot usage de la force plutôt que usage de la violence, parce que la force, c'est quand on a le contrôle sur l'utilisation de toutes les armes qu'on a. Quand ça commence à devenir de la violence, alors on est dans un type de guerre de gang où il n'y a plus de contrôle sur ce qu'on fait. Over the use of all the weapons you have. When it starts to be violence, then you are in a gang type war where you don't have control over what you are doing. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de monde multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.